CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous présenter deux créateurs à la fois, dont les œuvres se nourrissent et s'interpellent par-delà le temps et l'espace. Il s'agit du compositeur Salomone Rossi et l'Hébreo, qui est le premier compositeur juif dont on a des œuvres écrites et signées qui nous soient parvenues, et de la romancière Laurence Benveniste qu'on a pu découvrir à Radio Shalom il y a quelques années avec son premier roman Les Chapeaux jaunes. Elle nous revient aujourd'hui avec son deuxième roman intitulé Le violon d'Abraham, qui évoque Salomone Rossi à travers l'histoire d'un violon et comment vivaient les Juifs au XVIIe siècle dans le sud de la France et l'Italie. Commençons par regarder un petit peu Salomone Rossi, qui est un des premiers compositeurs juifs dont on ait les œuvres par écrit et dont on connaisse le nom. Né de parents juifs à Mantoue, il a vécu entre 1570 et 1630, mais on ne connaît pas ses dates exactes. Il était compositeur et instrumentiste à la cour de Mantoue de 1589 à sa mort, soit pendant une quarantaine d'années. Il est allé à Venise au moins 3 fois pour l'impression de 3 de ses œuvres. Son premier livre de madrigaux à 5 voix qui date de 1600, et il en publiera 4 autres volumes par la suite, son 4e livre de composition instrumentale qui date de 1622, et son dernier opus connu, en date de 1628, une sélection de madrigaletti. C'est en 1623 que sera publiée son œuvre la plus importante par son exceptionnalité à divers points de vue, intitulée Les Cantiques de Salomon, mais on en reparlera plus tard. Il a eu un rôle très important dans la musique juive, car c'est grâce à lui et au rabbin Léon de Modène que le chant polyphonique s'est introduit dans la liturgie synagogale. L'innovation a eu lieu dans la synagogue de Mantoue. De là, elle s'est étendue à d'autres communautés juives d'Italie, puis d'Europe occidentale et centrale. D'après le grand musicologue Israël Adler, la polyphonie à la synagogue n'est arrivée en Europe de l'Est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je suppose qu'il voulait dire la composition officielle, car il me semble qu'une forme de polyphonie existe depuis longtemps en Europe de l'Est en tout cas, et ailleurs aussi sans doute, entre le chazan et les choristes, qui sont des assistants chanteurs, qui tenaient des bourdons ou faisaient des répons à différentes hauteurs. Par ailleurs, dans la plupart des synagogues de France, jusqu'au XVIIIe siècle au moins, il n'y avait pas de musique instrumentale à la synagogue, de même que dans la plupart, sinon toutes les communautés d'Afrique du Nord. Et même ici, à la Spanish et portugaise de Montréal, il n'y a ni instrument ni polyphonie vocale. Soyons dans la logique chronologique et écoutons un madrigal extrait du premier livre de madrigaux à 4 voix, publié en 1614, composé par Salomone Rossi, et ça s'appellera In Dolci Laci. C'était In Dolci Laci, interprété par l'ensemble Ut Musica Poesis. Et le recueil d'où est extraite cette pièce a été publié en 1614. Mais le style littéraire de la poésie permet de penser que les poèmes sont probablement des œuvres antérieures à 1600.
D'ailleurs, au début du recueil, on trouve ces quelques mots « Novamente posti in luce », qu'on peut traduire par « nouvellement mis en lumière ». Les textes que Rossi a choisi de mettre en musique dans ses madrigaux sont les œuvres de poètes italiens les plus célèbres. Je n'en citerai que 3 parmi les plus connus. Tout d'abord le plus ancien, Pétrarque, né en 1304 et mort en 1374. C'est un des plus grands humanistes de la Renaissance et un des traits marquants de sa poésie est qu'elle était écrite en langue populaire mais avec immensément de talent et de beauté. Pour l'anecdote, il a passé de nombreuses années dans le comtat venessin, dont 4 ans au moins dans la ville de Carpentras, qui est la ville d'origine du héros du livre Le violon d'Abraham, que nous découvrirons tout à l'heure. Le deuxième poète dont Rossi mettra les œuvres en musique est le fantasque Torquato Tasso, connu en français sous l'appellation Le Tasse, né le 11 mars 1544 et mort le 25 avril 1595. Il est passé à la postérité pour son épopée parue en 1580, La Gerusalemme Liberata, la Jérusalem libérée, qui est un poème épique où il dépeint à la manière des romans de chevalerie les combats qui opposèrent les chrétiens aux musulmans à la fin de la première croisade au cours du siège de Jérusalem. Jusqu'au début du XIXe siècle, le Tasse fut un des poètes les plus lus en Europe et ses personnages ont inspiré nombre d'œuvres pendant tout le XVIIIe siècle, voire plus. C'était Dolcemente dormiva la mia Clori, interprété par l'ensemble Ut Musica Poesis. Enfin, le dernier poète dont je voulais vous parler est Giovan Battista Marino, né le 18 octobre 1569 et décédé le 26 mars 1625. Il a longtemps été considéré comme un poète maniériste sans profondeur et attaqué par l'Église comme libertin. Mais il est perçu aujourd'hui comme un poète philosophe. Et personnellement, je dirais même qu'il est un peu voyant, car ce qu'il écrivait sur la France en 1615, il y a 4 siècles donc, me semble d'une actualité étonnante. En 1615 donc, au sortir des guerres de religion qu'il tenta d'analyser, il écrit « La France est toute pleine de contradictions et de disproportions, lesquelles, cependant, forment une discorde concordante qui la perpétue. Des coutumes bizarres, des fureurs terribles, des mutations continuelles, des extrêmes sans demi-mesure, des tumultes, des querelles, des désaccords et des confusions. Tout cela, en somme, devrait la détruire, et par miracle, la tient debout. C'est amusant et pas mal vu, non? Ça me fait penser autant aux Gilets jaunes qu'à Astérix et Obélix. Alors écoutons un de ces poèmes mis en musique par Salomone Rossi, Come dolci il giore. Dolce
C'était Come dolci il giore interprété par l'ensemble Ut Musica Poesis. Mais revenons à Salomone Rossi qui vivait donc à la cour de Mantoue où il a travaillé aux côtés de Claudio Monteverdi jusqu'en 1612. Ça s'entend dans sa musique. On se rappelle que Monteverdi est le compositeur dont on dit qu'il a inventé l'opéra. C'est en tout cas à cette période qu'on passe du chant polyphonique à la voix seule accompagnée par les instruments. Et Salomone Rossi, en bon élève de son maître, a aussi écrit des madrigaux à une seule voix. En 1622, il a publié à Venise un important recueil intitulé Hashirim Asher li Shlomo. En français, ce serait Les Cantiques selon Salomon, contenant 33 pièces pour chœur, harmonisées de 3 à 8 voix selon les pièces, destinées au culte synagogal. Parmi eux, 20 de ces cantiques sont des psaumes, et la majorité d'entre eux sont du roi David. Selon Salomone Rossi, ce serait son plus grand œuvre, et pour nous, près de 4 siècles plus tard, c'est encore plus vrai dans la mesure où c'est la première œuvre musicale juive en hébreu qui nous soit parvenue et qui a été publiée, imprimée et jouée de son temps avec sa musique à la synagogue de surcroît. Alors sans plus attendre, écoutons un de ces fameux cantiques, et je crois que je vais vous mettre mon préféré. Il s'agit en fait pas d'un cantique, mais de la prière Ashkiveinu. C'est une prière qui demande de pouvoir se coucher en paix la nuit et de revenir à la vie le lendemain.
C'était Ashkiveinu interprété par l'ensemble Muscadin. Musicalement, on voit une évolution par rapport aux madrigaux que vous avez entendus auparavant, et cette évolution est autant due à la maturation du compositeur qu'à l'évolution de la mode musicale de l'époque. On voit que les voix gagnent en clarté les unes par rapport aux autres. Salamone Rossi fut donc un des représentants majeurs de la transition entre la période de la Renaissance italienne et le début du baroque. De plus, sur le plan des musiciens juifs, il a une place de marque. D'une part, il est le premier dont on ait trace de ses compositions écrites et publiées de son vivant par-dessus le marché, mais aussi il a adapté la liturgie juive à la musique, à la mode de son temps. Il a fait rentrer la polyphonie et l'accompagnement instrumental à la synagogue. J'ouvre ici une parenthèse. Il faut se rappeler que depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, il y avait une sorte de commandement comme quoi en signe de deuil, il n'y aurait plus de musique instrumentale ou polyphonique pour accompagner les services, jusqu'à ce que le temple soit reconstruit. S'il reste encore quelques groupes qui tiennent à ce principe, dans la grande majorité des synagogues, cette règle est tombée en désuétude. Parfois totalement, parfois en partie, ce qui donne lieu à des accommodements parfois amusants. Par exemple, à la synagogue Shara Shamayim à Montréal, il y a un chœur masculin pour embellir l'office de Shabbat. Peu importe que les chanteurs soient juifs ou pas, mais il ne saurait y avoir une femme. À Shaare Zayin, tout instrument est banni. Par contre, le chœur est mixte. À la Spanish, pas de choriste, pas d'instrument, c'est très dépouillé. Et au temple, on a tout. L'orgue, parfois d'autres instruments, les choristes, le chazan, qui peut même être une chazanite, autrement dit une femme. Bon, je referme la parenthèse. Que sait-on de Salomone Rossi ? Il y a une biographie que j'ai parcourue par curiosité, mais il en ressort qu'on sait finalement peu de choses. Ça commence par ne pas savoir exactement quand il est né ou mort, mais ensuite il y a plein de trous. Ce qu'on sait, c'est par les publications qu'il a faites et par les livres de contes de la maison des Gonzague qui avait le duché de Mantoue. Salomone Rossi acquiert assez jeune une réputation de violoniste talentueux. En 1587, soit vers l'âge de 17 ans, il est engagé comme musicien de cour à Mantoue où il demeure jusqu'en 1628, passant du statut de musicien de cour à celui de maître de concert pour la famille ducale. Comme les compositeurs Monteverdi, Gastoldi, Wert, Viadana, Rossi compose de nombreuses musiques pour accompagner des banquets, des mariages, des pièces de théâtre ainsi que des musiques d'église. Rossi est si bien intégré dans ce milieu de cour qu'il est dispensé de porter la rouelle que devaient porter tous les juifs. Certains papiers laissent penser qu'il participait aussi à des ensembles vocaux et qu'il était donc chanteur. Il disparaît en 1630, on ne sait pas exactement si c'est lors de l'invasion par les troupes autrichiennes qui attaquèrent les Gonzagues et détruisirent le ghetto de Mantoue, ou si c'est à la suite d'une épidémie de peste qui ravageait la région à peu près à la même période. La sœur de Salomone Rossi fut une chanteuse lyrique, sous le nom de Madame Europa, peut-être la première femme de confession juive à se produire professionnellement de la sorte. Elle a ainsi chanté le rôle principal de l'opéra de Monteverdi, l'Ariana, qui malheureusement a été perdu. Et comme pour son frère, on perd également sa trace après la fin des Gonzagues et le sac du ghetto. À cette occasion, Salomone Rossi jouait parmi les violons d'ailleurs. À noter que si l'opéra de Monteverdi est perdu, il nous reste la partition de l'aria principale de l'héroïne, le Lamento d'Ariana, qui est d'ailleurs une pièce magnifique. Écoutons Adon Olam, un autre de ces cantiques que Salomone Rossi a mis en musique et publié dans son ouvrage. C'est une prière que dans le rite ashkénaze d'ici, on chante à la fin des offices religieux. C'est une poésie très rythmée que tous les compositeurs ont mis en musique, il y a donc pléthore de versions. Comme pour le Ashkiveinu entendu précédemment, cet Adon Olam est pour 8 voix. Ve'hu
C'était Adonolam de Salomone Rossi, interprété par le Corvina Consort, qui est un ensemble hongrois. On va passer maintenant au livre de Laurence Benveniste, ce qui nous permettra de revenir sur Salomone Rossi d'une autre manière. Il s'intitule « Le violon d'Abraham ». Il raconte un moment tournant de la vie d'un jeune homme juif originaire du comtat venessin, qui est grosso modo le département du Vaucluse actuel en France, soit la province de l'intérieur des terres. Cela se passe en 1671. Le héros, Abraham, est né avec le don de la musique, mais dans les conditions de vie misérables imposées aux Juifs de la région à l'époque, il n'y a pas de futur possible dans la musique pour lui. Mais voilà qu'un concours de circonstances va lui permettre de partir en voyage et de découvrir le monde. Il part à la recherche du lien entre des livres et un violon abîmé trouvé dans un coffre hérité d'un aïeul, et sur un des livres figure le nom de Salomone Rossi. C'est une histoire romanesque, certes, mais on y retrouve le compositeur Salomone Rossi et surtout, et en tout cas c'est ce qui m'a personnellement le plus touché dans ce livre, la vie dans les ghettos de Provence et d'Italie. En fait, on y voit aussi la vie des chrétiens, des Provençaux, la vie du XVIIe siècle dans ce coin-là. Ça se passe donc en 1671. En France, c'est Louis XIV qui est sur le trône et Colbert qui est son premier ministre, si on peut dire. La France a presque ses frontières actuelles et lui en manque un petit bout du côté de la frontière italienne et, ce qui n'est pas vraiment important à l'échelle de l'histoire européenne, mais fondamental pour notre histoire, le pape possède une petite enclave en Provence, le comtat venessin, où, jusque vers la fin du XVIe siècle, vivaient des Juifs dans une douzaine de petites villes et bourgades. Depuis 1326, les papes permettent aux Juifs de résider dans le comtat et en Avignon, ainsi de nombreux Juifs de France purent échapper aux persécutions. De plus, Clément VI protège les Juifs lors des massacres liés à l'épidémie de peste noire. En 1394, donc on est toujours au XIVe siècle, les Juifs sont expulsés du royaume de France, mais ils peuvent résider dans le comtat venessin. Et depuis, c'était comme ça. Pourquoi les papes protégeaient-ils les Juifs ? Sans vouloir rien ôter à la bienveillance et à la conscience et à l'intelligence de certains de ces papes, il ne faut pas oublier que les Juifs payaient des taxes supplémentaires et que pour des services équivalents, comme par exemple la médecine, ils étaient tenus de demander moins que les médecins chrétiens. Ils portaient un signe distinctif qui était la rouelle jaune, puis qui est devenu un chapeau jaune pour les hommes et un ruban ou un voile jaune pour les femmes. Je me demande d'ailleurs pourquoi le jaune est ainsi la couleur attribuée aux Juifs. La plupart des professions leur sont interdites, et interdite aussi la possession et la culture de la terre, bien entendu. Et cerise sur le gâteau, ils sont obligés d'assister périodiquement à des prêches, les appelant à la conversion. Mais ils peuvent vivre. Ils sont surtout marchands, artisans, et comme on l'a vu, médecins. En 1569, il y a de nouveau une expulsion, et cette fois-ci, c'est l'expulsion des Juifs des États pontificaux. Cela les oblige à partir à la fin du XVIe siècle et de s'installer dans une des 4 carrières comtadines. Alors, carrière, carriero en provençal, messila en hébreu, c'est-à-dire un quartier de quelques rues bien délimitées, fermées chaque soir. Ce sont les Arba Kehilot, dites les 4 saintes communautés d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de l'Île-sur-la-Sorgue, se référant aux 4 saintes communautés de Terre Sainte, Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Notre héros vit dans la carriero de Carpentras. Ces carrieros sont en fait des ghettos insalubres et surpeuplés. Les Juifs peuvent en sortir le jour, mais doivent impérativement y rentrer pour la nuit. Écoutons une pièce instrumentale de Salomone Rossi qui s'appelle La Gaillarde, la 5e Gaillarde de l'amour parfait.
C'était Gagliarda Quinta detta Amor Perfetto, interprété par l'ensemble Muscadin. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Si l'histoire que raconte Laurence Benveniste dans son livre Le violon d'Abraham est une fiction, elle a fait un travail de recherche minutieux et tout ce qu'elle donne comme fait historique est rigoureusement exact. Et je pense que tous les événements romanesques sont des choses possibles ou qui sont arrivées, mais dans d'autres situations, avec d'autres personnes. Par exemple, on voit notre héros être pris en amitié par un chrétien à l'esprit éclairé qui lui permet ainsi de développer son talent musical. On sait qu'il y a toujours eu des chrétiens plus ouverts qui ont protégé les juifs, qui les ont aidés et soutenus, et c'est documenté historiquement. Aussi, même si cette histoire n'est pas vraie au sens exact du terme, elle est vraisemblable. Et je ne veux pas vous la raconter parce que ce serait vous en ôter le plaisir de la découverte, mais au fil du périple de ce jeune homme et de son histoire fictive, on a aussi un aperçu des conditions de vie dans les ghettos des Juifs du pape, et ce n'était pas du tout agréable. On découvre aussi qu'en Italie, il y avait un système tout différent. Certes, les ghettos sont une invention italienne, mais les ghettos italiens où nous emmène ce roman sont beaucoup plus clairs et spacieux. On apprend qu'il y a même des villes où, comme à Gênes, il y a des juifs qui ne vivent pas dans le ghetto. Bon, on s'entend qu'il y avait des ghettos tout de même, que souvent il y avait des signes distinctifs à porter et des impôts spéciaux à acquitter. Mais globalement, la vie des juifs italiens était plus douce que celle des juifs provençaux et surtout, ils étaient moins retirés du monde, ils pouvaient participer à la vie sociale, même si c'était plus difficile en tant que juifs. Quand Laurence Benveniste parle de Salomone Rossi, elle nous montre bien comment il s'intègre dans cette société chrétienne et comment d'autres juifs aussi y trouvent leur place, comme par exemple le rabbin Léon de Modène, lequel a joué un grand rôle dans la vie de Salomone Rossi. Et cette confluence des vies juives et chrétiennes s'entend donc aussi dans la musique, puisque lorsque vous écoutez la musique instrumentale de Salomone Rossi ou ses madrigaux, rien ne distingue son écriture musicale de celle des autres compositeurs italiens de son temps. Écoutons d'ailleurs une autre de ses œuvres instrumentales, la Sonata Settima sopra l'aria d'un balletto, soit en français la 7e sonate sur l'air d'un ballet. C'était Sonata Settima sopra l'aria d'un balletto, interprétée par l'ensemble Muscadin.
Quand je dis que rien ne distingue Salamone Rossi des musiciens de son temps, ce n'est pas tout à fait vrai, car s'il n'a pas le génie de Monteverdi, c'est tout de même un musicien qui a innové et apporté quelque chose à l'histoire de la musique globale. C'est lui qui a inventé le principe de la sonate en trio, comme ce qu'on vient d'entendre. Une sonate en trio est composée de 2 voix mélodiques, soutenues par ce qu'on appelle une basse continue. Mais il peut y avoir plusieurs instruments qui assurent la partie de basse continue, qu'on appelle d'ailleurs aussi le continuo. L'intégration de la basse continue est l'innovation qui marque le passage de la Renaissance à la musique baroque. Pour les musiciens, il est intéressant de savoir que ces continuos n'étaient pas écrits sur des partitions, mais qu'ils avaient l'équivalent de ce qu'ont les musiciens de jazz ou de rock à l'heure actuelle, soit une grille d'accords sur lesquels ils improvisaient. Je vous propose d'entendre une autre sonate pour que vous puissiez bien sentir comment c'est construit. Ça s'appelle la sonata quinta sopra un'aria francese, soit 5e sonate sur un air français. Vous allez entendre 2 flûtes, une soprano et une alto qui jouent ensemble et dialoguent. Ce sont donc les 2 instruments solistes. Et la basse continue est assurée par le clavecin. À cette époque, la forme de la sonate n'est pas encore fixée, bien sûr, puisqu'on est justement en train de l'inventer, et elle est souvent en 3 mouvements, et c'est Corelli qui plus tard lui donnera sa forme en 4 mouvements. C'était Sonata Quinta sobre un'aria francese, interprétée par l'ensemble Muscadin. Avant de reparler encore un peu des chants de Salomon, le grand œuvre de Salamone Rossi, laissez-moi vous dire quelques mots de l'auteur du roman Le violon d'Abraham. Laurence Benveniste, que j'ai la fierté et le plaisir de considérer comme une amie personnelle, est née à Paris, en plein cœur de Montparnasse, au sein d'une famille juive de Salonique, en Grèce, imprégnée de culture française, est venue s'installer en France peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Évoluant dès son plus jeune âge dans un milieu artistique, littéraire et musical, Laurence entreprend une carrière d'auteur de chansons au milieu des années 70. Elle continuera dans cette voie pendant une vingtaine d'années, écrivant sous le nom de Laurence Matalon pour des artistes connus, dont Nicole Croisille, Mortimer Schumann, Eva, Marie Laforêt, Colette Renard, Mireille Mathieu, Dalida, et ça c'est pour n'en citer que quelques-unes. Mais peu à peu, Laurence Benveniste se détache de ce métier pour se consacrer à l'écriture de livres.
Passionnée par l'histoire des Juifs de France, elle publie son premier roman Les chapeaux jaunes du pape en 2006. Ce livre s'attache à parler de la vie quotidienne et d'événements peu connus concernant les Juifs du comtat venessin, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus haut. Pour son roman Les chapeaux jaunes du pape, Laurence a reçu en 2006 le prix de l'ACJP, Association culturelle des Juifs du Pape, et le livre a fait l'objet de plusieurs conférences en France et au Canada. D'ailleurs, la Bibliothèque juive de Montréal l'a invité le 1er mai 2007 pour une soirée rencontre. Maintenant, revenons au chant de Salomon, dont le titre figure en hébreu sur la partition, et c'est Ashirim Asher li Shlomo. Shir veut dire chant. Shirim, ce sont plusieurs chants, et Shlomo est une des façons de dire Salomon en hébreu. Salomon Nerossi a innové en mettant des pièces de la liturgie juive sur de la musique de son temps et de sa composition. Certains des 33 textes mis en musique n'étaient d'ailleurs jamais chantés jusqu'alors. Comme Monteverdi ou Luigi Rossi, il mit aussi en musique de nombreux textes bibliques de l'Ancien Testament, et ses mélodies sont stylistiquement assez proches de celles de ses collègues. Cependant, il en conserve le texte hébreu, ce qui fait toute la différence et fait de lui un cas unique parmi les compositeurs de musique baroque. On va entendre maintenant la prière Barechu, qui est en fait une bénédiction que chante le chazan, autrement dit le chantre ou le cantor, et que reprend la congrégation. Cette bénédiction est très souvent chantée et souvent sur un air très facile pour que la masse des fidèles n'ait pas trop de mal à la chanter. Ici, vous allez entendre une version tout à fait intéressante, absolument pas faite pour être chantée par la congrégation d'ailleurs. Écoutez le début. Vous entendrez le mot Barechu, avec un long mélisme sur le ba, puis un passage rapide sur la syllabe ré et une tenue sur la syllabe chou. Donc ça fait Barechu. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe le plus vite, soit la syllabe ré, sur laquelle il y a une dissonance très innovante. Pour que vous l'entendiez bien, je vais vous mettre juste ce début pour que vous puissiez repérer où ça tombe, puis je ferai repartir l'enregistrement du début pour que vous entendiez la pièce au complet. Voilà, vous avez entendu où ça se passe. Maintenant, je vous remets la pièce au complet pour que vous entendiez comment ça s'enchaîne avec tout le reste. Est-ce qu'on retrouve cette dissonance un peu plus tard? C'était Barechu de Salomon Nerossi, interprété par l'ensemble Muscadin. Et oui, on entend plus tard des dissonances semblables au cours du morceau, mais ce n'est pas la dissonance comme telle qui est nouvelle, c'est la manière par laquelle on y arrive. L'écriture de Salomon Nerossi était donc innovante dans la mesure où déjà elle existait. Maître de la musique moderne, harmonisé sur des chants qui se chantaient traditionnellement a cappella et sur des airs venus du fond des âges, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il faisait entendre des harmonies nouvelles, même si c'était à des endroits très discrets comme on vient de l'entendre, mais en plus, il posait un problème technique très difficile. Rappelons-nous que l'imprimerie existe depuis 1455, grâce à Gutenberg, le caractère mobile, et on commence à imprimer de la musique à partir de 1473.
C'était déjà bien compliqué car il fallait imprimer en 2 fois, d'abord les portées en rouge, puis les notes en noir, avec un deuxième passage. Ultérieurement, tout sera en noir. Mais le problème avec les chants de Salomon est tout autre, c'est qu'ils sont en hébreu. Or, si la musique se lit de gauche à droite, comme le latin, l'allemand ou le français, l'hébreu, lui, se lit de droite à gauche. Alors comment on fait? Il y a eu de nombreuses discussions, notamment avec Léon de Modène, le rabbin, jusqu'à ce que soit finalement choisie la solution qui est celle que nous utilisons encore de nos jours, même en Israël. La musique a pris la préséance. On lit donc une partition de gauche à droite et les mots d'hébreu sont donc tranchés en syllabes qu'on pose à l'envers par rapport à l'écriture habituelle sur les notes. Un peu comme si on faisait du verlan en hébreu. Après avoir parlé de toutes les différences de la musique de Rossi, on va aussi voir comment il prend sa place dans son époque avec le morceau suivant, que, s'il était en italien ou en latin, vous ne pourriez jamais identifier comme juif. C'est de la pure musique baroque italienne, et un des intérêts musicologiques est qu'il constitue une des premières traces de l'assimilation de la musique occidentale savante à la synagogue. Vous noterez donc dans le morceau suivant, les mi et pots, un procédé qui était très à la mode à la période baroque, le phénomène de l'écho, qui demandait d'avoir 2 ensembles chorales. Le chœur principal chantait un morceau et certaines parties étaient répétées par un autre chœur, situé dans un autre endroit de la salle, mais même souvent dans une autre pièce. Le début commence aussi comme une pièce que tous les choristes du monde connaissent, « Belle qui tient ma vie ». « Belle qui tient ma vie ». Vous allez voir. Vous remarquerez aussi les fioritures du chant très typiques de cette période.
C'était Lemmy et Potts interprété par le Corvina Consort. Malheureusement, avec sa disparition et le désordre en Italie, l'œuvre de Salomone Rossi est tombée dans l'oubli et cela a duré jusqu'au XXe siècle. On le redécouvre petit à petit, mais il n'a pas encore trouvé la place qu'il mériterait. Je vais vous rappeler les références du livre de Laurence Benveniste et de Salomone Rossi après un dernier morceau. Et ce morceau que j'ai choisi est un des chants les plus communément chantés à presque tous les offices de Shabbat et mis en musique par presque tous les compositeurs comme le Adon Olam qu'on a entendu plus tôt. Et il s'agit de En Keloheinu qui signifie personne n'est comme Dieu et tous les couplets disent Dieu c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus sage, etc. C'était En Keloheinu, interprété par l'ensemble Corvina. Je vous rappelle donc le titre du livre, Le violon d'Abraham, de Laurence Benveniste, paru en 2019 chez MK Éditions. Ça se trouve très facilement en ligne et peut-être même chez les libraires en France. Ici, à Montréal, c'est moins sûr, mais je vais chercher. Pour Salomone Rossi, par contre, à Montréal, on est assez gâté. Il y a plusieurs albums, que ce soit la Bibliothèque juive ou la Grande Bibliothèque. Les chants ou cantiques de Salomon se déclinent dans toutes les langues, Canti di Salomone, Songs of Solomon, Ashirim Asher li Shlomo, mais vous pouvez trouver aussi des madrigaux à une et plusieurs voix et des pièces instrumentales. En tapant Salomone Rossi dans votre furteur préféré, vous pourrez entendre plusieurs œuvres et trouver diverses suggestions d'enregistrement. Ce soir, vous avez entendu l'ensemble hongrois Corvina Consort, l'ensemble Profeti della Quinta, l'ensemble Muscadin et enfin l'ensemble Ut Musica Poesis. Je constate que j'ai encore un peu de temps, alors je voudrais vous faire découvrir deux autres facettes du travail de Salomone Rossi. D'abord, un de ses travaux anciens, datant de l'année 1600. Ce sont des madrigaux qui peuvent être exécutés à 5 voix accompagnés ou non par une basse continue, ou encore à voix seule, accompagnés au théorbe préférablement. C'est très avant-garde pour l'époque. On écoute Oime se tanto amate. Se tanto amate di sentir dir morire
C'était un extrait de Oime se tanto amate de Salomone Rossi, interprété par Rolf Hellers et Peter De Laurentiis. Et pour clore, écoutons au moins un petit bout d'un des Madrigaletti, extrait du dernier recueil qu'il ait publié en 1628. Ce sont des madrigaux composés selon la forme sonate en trio, comme Salomone Rossi est justement en train de l'explorer, soit deux voix solistes, ici des chanteuses, accompagnées par une basse continue, ici le clavecin et une viole de gambe. C'était S'io Paleso il mio fuoco, interprété par l'ensemble Laura Soave de Crémone. J'ai découvert beaucoup de choses en préparant cette émission et j'espère vous avoir donné le goût d'approfondir votre connaissance de la musique fin Renaissance, début du baroque, que personnellement j'apprécie énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.